Dans cette vidéo, nous plongeons au cœur de la vie tragique et de la mort de Louis de Funès, l'un des acteurs comiques les plus appréciés et les plus emblématiques de France. Connu pour son énergie explosive, son visage expressif capable de passer du calme à la fureur en une fraction de seconde, et son sens du timing impeccable qui transformait chaque scène en un feu d'artifice d'humour, De Funès est devenu un nom incontournable du cinéma français, particulièrement dans les années 1960 et 1970. Ses rôles dans des classiques intemporels comme Les Aventures folles de Rabbi Jacob, la série culte du gendarme de Saint-Tropez, ou encore La Grande Vadrouille, ont captivé des générations entières. Son esprit vif, son humour burlesque souvent teinté d'une critique sociale subtile, et sa capacité à incarner des personnages colériques mais attachants ont fait de lui un maître du rire populaire. Comme Louis de Funès l'a dit un jour avec sagesse, le rire est la plus courte distance entre deux personnes. Il a dédié sa vie entière à apporter de la joie à des millions de spectateurs, illuminant les salles obscures avec son talent inimitable. Pourtant, derrière cette façade de clown génial, sa propre existence était loin d'être facile, marquée par des épreuves personnelles profondes, des luttes familiales, des problèmes de santé récurrents et une pression professionnelle écrasante. Si vous aimez explorer les vies fascinantes de figures iconiques comme De Funès, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et de vous abonner à notre chaîne pour découvrir plus d'histoires approfondies sur vos stars préférées. Ensemble, nous allons retracer le parcours tumultueux de cet homme qui a fait rire la France entière, tout en cachant ses propres tourments. Commençons par les racines modestes et douloureuses de Louis de Funès, une enfance difficile qui a profondément inspiré son pouvoir comique et forgé son caractère. Né le 31 juillet 1914 à Courbevoie, dans les Hauts-de-Seine, en France, Louis-Germain David de Funès de Galarza, son nom complet, est issu de parents espagnols qui avaient émigré dans des circonstances tumultueuses. Ses parents, Carlos Luis de Funès de Galarza et Léonor Soto Regras, venaient respectivement de Séville et de Galice, mais ils avaient fui l'Espagne en 1904 pour échapper à l'opposition farouche de leur famille qui désapprouvait leur union. Le père de Louis, Carlos, était d'origine noble, avec des liens ancestraux au comte de Galarza, une famille basque aux racines aristocratiques. Sa mère, Léonore, provenait quant à elle d'un milieu aisé en Espagne, habitué à un confort bourgeois. Cependant, leur passage d'une vie privilégiée en Espagne à une existence précaire en France fut marqué par des luttes incessantes, des déceptions amères et une tragédie inévitable qui allait hanter la famille. Carlos de Funès, autrefois avocat respecté en Espagne, se retrouva incapable de maintenir son statut social à son arrivée en France. Contraint d'abandonner sa profession, il se reconvertit en tailleur de diamants, un métier qui offrit initialement une certaine stabilité à la famille. Mais son esprit aventureux et son désir ardent de reconstruire une fortune perdue le poussèrent bientôt à des tentatives extravagantes mais infructueuses. Il investit dans des affaires risquées, comme des importations hasardeuses ou des spéculations commerciales, qui épuisèrent progressivement les ressources familiales. La ruine financière devint inéluctable, et dans un geste désespéré, Carlos simula sa propre mort en 1919, il laissa ses chaussures, son chapeau et un mot d'adieu près d'un canal à Paris, faisant croire à un suicide. En réalité, il s'enfuit en Amérique du Sud, au Venezuela, dans un dernier effort pour restaurer sa fortune perdue. Malheureusement, au lieu de richesse, il contracta la tuberculose et mourut loin de chez lui, en 1920, laissant sa famille dans le dénuement le plus total. Cet abandon laissa Léonore dans une situation désespérée. Autrefois femme riche et de haut statut en Espagne, elle se retrouva veuve à élever 3 enfants, Louis et ses 2 frères aînés, Maria et Charles, dans un petit appartement modeste d'un quartier populaire de Courbevoie. Les problèmes financiers étaient accablants. Léonore luttait quotidiennement pour subvenir aux besoins de sa progéniture, sans aide sociale significative à l'époque. Sa fierté espagnole et son tempérament ardent ne suffisaient pas à surmonter ces épreuves, mais sa détermination farouche laissa une marque indélébile sur le jeune Louis. Selon Bertrand Tessier, l'un des biographes de Funès, à l'époque, il n'y avait pas de programme d'aide gouvernementale, donc Léonore devait se battre bec et ongles pour nourrir sa famille. Elle se rendait dans les magasins locaux et criait aux propriétaires pour obtenir du crédit, une scène qui laissait souvent Louis profondément embarrassé. Le réalisateur Georges Lautner, qui connaissait bien Léonore, se souvenait de ses éclats de colère, il la décrivait comme quelqu'un qui criait, tapait du pied et poursuivait les gens dans une rage incontrôlable, des caractéristiques qui deviendraient plus tard des traits iconiques des rôles comiques de Funès. Lautner alla même jusqu'à affirmer, le comédien de Funès, le personnage de Funès, c'est sa mère. L'enfance de Louis de Funès fut ainsi marquée par la pauvreté et les difficultés constantes.
Les efforts incessants de sa mère pour subvenir aux besoins de la famille forgèrent sa personnalité, instillant en lui un mélange de résilience et de sensibilité. Bien qu'il adorât Léonore, Louis luttait contre la honte de leurs circonstances précaires. Il grandit dans un monde où l'insécurité financière était une compagne quotidienne, et les éclats publics de sa mère étaient des moments d'humiliation profonde. Cependant, de ces temps difficiles, De Funès découvrit un mécanisme d'adaptation crucial, faire rire les autres. Son biographe nota qu'au lieu de céder au désespoir, Louis canalisa son inconfort dans l'humour, l'utilisant comme un bouclier pour naviguer dans les défis de sa jeunesse adolescente. Il réalisa rapidement qu'il avait la capacité d'amuser les autres avec son esprit vif et son humour physique, marquant le début de sa relation à vie avec la comédie. Malgré ce talent émerge, De Funès rencontra des difficultés scolaires. Il fréquenta le prestigieux lycée Condorcet à Paris, un établissement renommé pour avoir formé des intellectuels comme Marcel Proust ou Henri Bergson, mais ses résultats académiques étaient médiocres. Il avait du mal à se concentrer sur ses études, distrait par ses rêveries artistiques et les tourments familiaux. Étiqueté comme un élève moyen, il finit par abandonner l'école à l'âge de 16 ans, renonçant à toute perspective d'une carrière conventionnelle. Sans direction claire et avec des perspectives limitées, De Funès se tourna vers la musique, trouvant du travail comme pianiste de bar dans les clubs animés de Pigalle, le quartier bohème de Paris. C'est dans cette vie nocturne enfumée et vibrante, remplie de jazz et de nuits blanches, que De Funès commença à expérimenter la comédie physique. Tout en jouant du piano jazz, il faisait des grimaces exagérées et des mimiques hilarantes, essayant d'amuser le personnel et les clients. Son premier public était restreint, souvent limité à quelques serveurs amusés, mais cela lui donna un avant-goût du potentiel comique qu'il libérerait plus tard sur des scènes beaucoup plus grandes. Connu affectueusement par ses amis proches sous le surnom de Fufu, Louis De Funès parlait couramment français, espagnol et anglais, héritage de ses origines familiales. Ses premières passions pour le dessin et la musique lui apportaient un réconfort précieux face aux luttes de sa vie familiale. Malgré son manque de succès formel à l'école, il était doué artistiquement et poursuivait la musique avec un enthousiasme débordant. Son temps dans les clubs de Pigalle, bien que modeste en termes de succès financier, s'avéra formateur. Il lui permit de combiner son talent musical avec son style comique émerge, posant les bases de son futur personnage scénique. Dans les années 1940, De Funès fit un pas décisif vers sa carrière future en s'inscrivant à l'école de théâtre Simon, où il étudia le théâtre pendant 1 an. Bien que sa petite taille 1,64 m, son crâne dégarni précoce et son apparence peu conventionnelle ne laissaient pas présager qu'il deviendrait une star, son talent unique pour la comédie physique et son esprit rapide commencèrent à attirer l'attention. À l'école Simon, il rencontra des acteurs comme Daniel Gélin, et ses contacts l'aideraient à obtenir des rôles par la suite. Louis De Funès était quelqu'un qui n'était pas expansif en ville. Chaque fois que nous nous rencontrions pour un nouveau film, il me rappelait des formules chimiques apprises 20 ou 30 ans auparavant en 1933, y compris ce nom de produit qui le faisait hurler de rire, sodium hyposulfite, tout en imitant le professeur strict qui nous enseignait ses propriétés. C'était comme une complicité entre nous, partagea le réalisateur renommé à propos de son ami d'enfance. Finalement, il fut renvoyé de l'école après avoir été impliqué dans un incident d'incendie criminel, marquant le début d'un cycle de chômage et d'emploi éphémère dont il fut constamment remercié. Son fils Olivier De Funès évoqua cette période en disant « Après avoir quitté le lycée, mon père a exercé toutes sortes de petits boulots. Parfois, je me demande s'il n'a pas embelli un peu ses histoires dans les interviews, car il n'en parlait jamais à la maison pendant des années. » Cependant, De Funès luttait pour percer dans l'industrie cinématographique, convaincu que sa petite taille et son apparence inhabituelle le rendaient inadapté aux rôles principaux. Il continua à travailler comme pianiste dans des clubs tout en prenant des petits rôles, souvent non crédités, dans des films et des productions théâtrales. Ce n'est que plus tard dans sa carrière que De Funès commença à obtenir une reconnaissance au théâtre, ses performances lui valant un succès modéré. Le parcours semé d'embûches vers la célébrité de Louis De Funès fut un véritable combat contre l'adversité. Lorsque la Seconde Guerre mondiale éclata en septembre 1939, Louis De Funès, alors âgé de 25 ans, fut appelé à la mobilisation. Bien qu'il ne fût jugé apte qu'au service passif, un résultat prévisible, car 5 ans plus tôt, à 20 ans, il avait été déclaré inapte au service actif en raison de son petit gabarit, mesurant 1,64 m et pesant seulement 55 kg, et des antécédents de tuberculose dans sa famille. Des examens répétés confirmèrent son inaptitude. Néanmoins, il fut temporairement affecté à des tâches non combattantes, notamment des travaux de manutention et de terrassement,
et fut déplacé d'une caserne à l'autre avant d'être stationné près de la Marne pendant la drôle de guerre. Pour égayer le moral des troupes, Louis divertissait ses camarades soldats en organisant de petites représentations, notamment en imitant Maurice Chevalier avec un talent remarquable. En avril 1940, il tomba malade et fut convoqué devant une commission médicale qui le réforma en raison d'une tuberculose suspectée, une condition qu'il n'avait jamais réellement eue. Pour le reste de sa vie, Louis crut qu'il avait échappé au combat à cause d'une erreur dans ses dossiers médicaux. La tragédie frappa durement lorsque son frère aîné, Charles, mobilisé dans le 152e régiment d'infanterie, fut tué lors de l'offensive allemande de mai 1940, abattu par des tirs ennemis à Saulertel. Louis devint alors le tuteur légal de son neveu orphelin, Édouard, bien que l'enfant fût principalement élevé par sa tante, car Louis lui-même était sans le sceau à l'époque. Exempté de service militaire en raison de sa santé, Louis se retrouva à naviguer à travers une série de petits boulots pendant l'occupation allemande en France. Il travailla comme vitrier, cireur de chaussures et même comme gratteur de sol, des emplois précaires qui reflétaient la dureté de l'époque. Finalement, il trouva plus de stabilité en tant que pianiste de bar. C'est durant cette période qu'il rencontra Eddie Barclay, un producteur de musique qui se souvint plus tard, Louis de Funès, comme moi, ne pouvait pas lire la musique, mais il avait une excellente oreille et était un musicien extraordinaire. Il n'a jamais mentionné son rêve de devenir acteur. Louis jouait dans une variété d'établissements, effectuant souvent des shifts de 12 heures pour une rémunération misérable, parfois juste pour une tasse de café. Georges Lautner, un cinéaste qui connaissait de Funès à cette époque, se souvint de l'avoir vu se produire en 1942 à la Madeleine, dans un bistrot à Bagatelle. Louis jouait du piano avec grande compétence, mais lorsqu'il avait la scène pour lui tout seul, il sautait sur le piano et commençait à chanter. Sa capacité à mélanger humour et performance musicale deviendrait plus tard une caractéristique de son style d'acteur, comme on le voit dans des films comme Le Grand Restaurant ou Le Tatoué. Au début des années 1940, Louis rejoignit son ami Eddie Barclay pour s'inscrire au nouveau Conservatoire international de jazz à Paris, dirigé par le professeur Charles Henry. C'est là qu'il rencontra Jeanne Barthélemy, la secrétaire du directeur, qui deviendrait sa seconde épouse. Cette période de sa vie lui permit également de croiser de futures stars comme Raymond Legrand, Robert Derry et Albert Resnais, ainsi que d'autres figures clés de la scène jazz française. En 1942, à l'âge de 28 ans, Louis décida de poursuivre son rêve de devenir acteur. Il s'inscrivit au cours de théâtre Simon et réussit son examen d'entrée avec une performance d'une scène des Fourberies de Scapin de Molière. Bien que son temps dans ce cours fût bref, il fut déterminant. C'est là qu'il rencontra Daniel Gélin, qui lui donnerait plus tard sa première opportunité d'acteur significative. En réfléchissant à ce tournant, Louis décrivit une rencontre fortuite avec Gélin. Je sortais d'un wagon de première classe dans le métro, et Daniel, que j'avais déjà rencontré au cours René Simon, montait dans un wagon de seconde classe. Juste au moment où la porte se fermait, il m'a crié « Appelle-moi demain, j'ai un petit rôle pour toi. » Le mentorat de Daniel Gélin s'avéra être une bouée de sauvetage pour Louis, surtout pendant les années difficiles. En plus de petits rôles au théâtre, Louis continua à joindre les deux bouts en travaillant comme pianiste de jazz, donnant des leçons le jour et jouant dans des clubs à travers Paris la nuit. En 1944, pendant l'occupation allemande, il échappa de justesse au travail forcé en Allemagne, connu sous le nom de STO, service du travail obligatoire, grâce à la présence d'esprit du concierge de son immeuble, qui informa les autorités allemandes que Louis avait quitté la ville la veille. En 1945, avec l'aide de Gélin, Louis fit ses débuts au cinéma à l'âge de 31 ans dans La Tentation de Barbizon de Jean Stelly, dans le petit rôle d'un portier au cabaret Le Paradis. Il délivra sa première réplique à l'écran avec un timing comique parfait, en voyant un client lutter avec une porte. Eh bien, il en a eu pour son compte aujourd'hui. Cela marqua le début de sa carrière cinématographique, bien que pendant plusieurs années, il fut cantonné à de petits rôles, jouant souvent plusieurs personnages dans un seul film, comme dans Du Guesclin en 1948. Des hauts et des bas marquèrent les années 1950 pour la carrière de Louis de Funès, une période d'efforts acharnés et de lutte persistante. Il interprétait de petits rôles dans les films de Sacha Guitry, montrant des éclairs de son potentiel comique, mais restait largement inconnu du grand public. En 1952, il rejoignit la troupe des Branquignoles, une compagnie théâtrale burlesque dirigée par Robert Derry, occupant plusieurs emplois juste pour joindre les deux bouts. Son fils Olivier se souvient comment son père jonglait entre des performances dans différents lieux, courant d'un concert à l'autre. Bien qu'il travaillât aux côtés de stars comme Jean Marais et Jeanne Moreau dans des films, de Funès trouva difficile de percer.
Ce n'est qu'en 1956, lorsqu'il joua le rôle du commerçant Jambier dans La traversée de Paris de Claude Autant-Lara, qu'il obtint une reconnaissance critique. Bien que son temps d'écran fût bref, son interprétation d'un personnage lâche mais comiquement défiant laissa une impression durable. Ce rôle était un avant-goût des caractères colériques qui définiraient son succès ultérieur. En 1957, De Funès obtint enfin son premier rôle principal dans Comme un cheveu sur la soupe de Maurice Régamet, remportant le Grand Prix du Rire. Le succès du film, ainsi que celui de Ni vu ni connu en 1958, où il jouait un braconnier astucieux, marqua un tournant dans sa carrière. France Dimanche, un hebdomadaire populaire, le qualifia de l'acteur le plus drôle de France, marquant ainsi un virage décisif. Pourtant, malgré cet élan, sa carrière cinématographique connut un bref plateau, et il retourna à des rôles moins en vue. La véritable ascension de Funès commença sur scène avec Oscar en 1959, une pièce de Claude Magnier où il livra une performance brillante qui conduisit à un succès retentissant à Paris. Cela mena à sa percée au cinéma avec Pouic Pouic en 1963, réalisé par Jean Giraud, où il développa son personnage signature, un homme en colère et irritable pris dans des situations absurdes. Sa collaboration fructueuse avec le réalisateur Jean Giraud dans la série du Gendarme et Fantomas au milieu des années 1960 mania son statut d'acteur comique numéro 1 en France. Des films comme Le Gendarme de Saint-Tropez, 1964, Fantomas, 1964, La Grande Vadrouille, 1966, qui resta le film le plus vu en France jusqu'à Titanic et l'Avare, 1980, le propulsèrent au sommet. Après des années de lutte, sa persistance paya. En 1967, il était une star du box-office, acquérant même le château de Clermont comme refuge loin de la célébrité. Le parcours de Louis de Funès de la quasi-obscurité à la célébrité souligne son dévouement inflexible, transformant ses rôles mineurs d'autrefois en un héritage comique qui perdurera pour toujours. Derrière l'image du comique irrésistible, Louis de Funès était un homme pas si drôle dans la vie réelle, avec une existence privée marquée par des relations complexes et des contradictions profondes. Il épousa sa première femme, Germaine Louise Élodie Carroyer, le 27 avril 1936 à Saint-Étienne. Ils eurent un fils, Daniel, né en 1937, mais le couple se sépara en août 1939 après seulement 3 ans de mariage, leur divorce étant finalisé le 13 novembre 1942. Suite à cette séparation, Louis poursuivit son rêve de devenir acteur de cinéma, tandis que Germaine et leur fils restaient ensemble. La relation de Daniel avec son père était complexe. Bien que Louis vivât à proximité et le visitât parfois en secret, leurs interactions étaient souvent cachées aux yeux du public. En 2011, Daniel réfléchit à son enfance dans le livre Louis de Funès, l'Oscar du cinéma, partageant que Louis venait le voir pour lui faire découvrir le jazz et montrer ses talents de pianiste et de danseur. Malgré cette connexion, Daniel ressentait l'absence de son père. En 1983, apprit la mort de Louis à la radio, se sentant blessé de ne pas avoir été informé ni invité aux obsèques. Louis ne m'a rien laissé, ce n'est pas grave, j'ai quand même réussi à mener la vie que je voulais, confia-t-il. En revanche, la relation de Louis avec ses 2 autres fils, Patrick et Olivier, était différente. Ils grandirent sous la garde de la seconde femme de Louis, Jeanne Barthélemy, qu'il épousa le 20 avril 1943. Le couple vivait dans un petit appartement, et leur premier fils, Patrick, naquit le 27 janvier 1944, suivi d'Olivier le 11 août 1949. Patrick et Olivier racontèrent leurs souvenirs avec leur père célèbre dans le livre Ne parlez pas trop de moi, les enfants, le décrivant comme autoritaire mais présent, souvent impliqué dans leur vie et leur éducation. Patrick se souvint, il était agaçant, il s'impliquait dans tout. Louis encouragea activement la carrière d'acteur naissante d'Olivier, le faisant figurer dans plusieurs films, y compris Fantomas se déchaîne, 1965, et L'Homme Orchestre, 1970. Cependant, Olivier choisit finalement de poursuivre une carrière de pilote de ligne. Malgré les opinions politiques conservatrices de son père, qui avait un mépris notable pour des figures de gauche comme Yves Montand, il maintenait des amitiés dans l'industrie, notamment avec Bourvil. Jeanne joua un rôle significatif dans la carrière de Louis, lui conseillant sur ses choix de films et négociant ses honoraires. En 1962, elle joua son épouse dans le film Nous irons à Deauville. Bien qu'elle le soutint, elle fit également face à des défis. Sur le tournage de La Grande Vadrouille, Bourvil aurait intervenu pour la tenir à l'écart. Malgré ses succès, Louis aurait eu une liaison avec Macha Béranger pendant les 13 dernières années de sa vie. La vie privée de Louis était marquée par des contradictions.
Le biographe Jean-Jacques Gelot-Blanc nota que, bien qu'il fût adoré du public, il était timide, économe et pas particulièrement sociable. Parmi ses pairs, après le tournage, il préférait se retirer dans son jardin plutôt que de se joindre à ses collègues pour des célébrations, un comportement qui lui valait parfois le mépris d'autres dans l'industrie. Ce mélange complexe de lutte personnelle et professionnelle façonna l'homme derrière le rire, révélant les difficultés qu'il affrontait même en divertissant des millions. La santé fragile et la carrière en déclin de Louis de Funès marquèrent les dernières années de sa vie, transformant un géant du rire en un homme confronté à ses limites physiques. La Folie des grandeurs, 1971, devait initialement réunir Louis de Funès avec Bourvil, mais après le décès de Bourvil en 1970, Gérard Houry réécrivit le scénario avec Yves Montand. Le tournage commença en 1971, et bien que de Funès respecta principalement le script, lui et Montand collaborèrent sur certains moments comiques. Après le tournage, de Funès prit une pause d'1 an, déclarant qu'il ne voulait plus travailler qu'avec des réalisateurs de confiance à partir de ce moment-là. Malgré le succès de La Folie des grandeurs, de Funès fit face à des luttes personnelles. À son retour au théâtre en 1971 avec Oscar, il avait acquis un statut de superstar, mais la pression était immense. La pièce fut un succès, mais l'improvisation constante et les attentes élevées commencèrent à peser sur lui. En 1973, de Funès joua dans Les aventures de Rabbi Jacob, un film abordant des problèmes sérieux tels que le racisme et l'intolérance. Bien que ce fût un grand succès au box-office, la sortie du film durant la guerre du Yom Kippour créa une atmosphère tendue, et de Funès reçut même une protection policière en raison de menaces. Retournant au théâtre dans La valse des toréadors sous la direction de Jean Anouilh, de Funès éprouva des difficultés avec le processus de répétition, en particulier à cause de l'approche distante d'Anouilh. Il se sentit accablé par les longues répliques et confessa son anxiété grandissante. Malgré ces défis, la pièce réussit, mais la santé de l'acteur empirait. Lors de la 200e représentation, il souffrit d'une sévère fatigue et d'hypertension, annonçant un éventuel arrêt cardiaque. De Funès décida finalement de cesser de jouer, déclarant « Cette immense fatigue est une sonnette d'alarme, nous devons voir la sagesse de l'écouter ». En 1974, de Funès était impatient de travailler sur Le Crocodile, une satire sur les dictatures, mais il choisit de se reposer et de se concentrer sur sa santé, réalisant l'importance de l'équilibre après des années de travail intense. Sa santé fragile mais son désir de travailler persistèrent. Après avoir ressenti des symptômes cardiaques alarmants lors de la production de La valse des toréadors, Louis de Funès fit l'objet d'un examen minutieux de la part des compagnies d'assurance, inquiète qu'une incapacité à honorer ses engagements de tournage entraîne des pertes financières significatives. Alors qu'il se préparait pour Le Crocodile, il subit plusieurs examens médicaux. Un cardiologue le déclara apte à continuer mais lui donna son numéro personnel pour les urgences. Tragiquement, le 21 mars 1975, de Funès fit une crise cardiaque dans son appartement à Paris et fut transporté d'urgence à l'hôpital Necker. Bien qu'il fût stabilisé, les médecins lui conseillèrent un repos prolongé. Seulement 9 jours plus tard, il perdit connaissance lors d'une conversation avec sa femme et subit une seconde crise cardiaque plus sévère. Bien qu'il ait été sauvé, l'expérience fut éprouvante. Ses médecins lui imposèrent un régime strict et recommandèrent fortement qu'il cesse de jouer pour éviter le stress. Étonnamment, de Funès accepta ce conseil sans hésitation au départ. Le report de Le Crocodile laissa le producteur Christian Fechner face à des millions de pertes, bien que le scénario du film fût jugé trop exigeant. Le désir de poursuivre persista, mais pendant ce temps, l'amitié entre de Funès et le réalisateur Gérard Houry commença à s'effriter, malgré leur intérêt mutuel pour de futures collaborations. Après 2 mois d'hospitalisation, de Funès retourna à son château pour se rétablir, trouvant du réconfort dans le jardinage et les promenades tranquilles. Ironiquement, les crises cardiaques apaisèrent son anxiété quant au scénario et aux performances au box-office. Il exprima un sentiment de libération lorsqu'on lui annonça d'arrêter de jouer, réfléchissant, 1 seconde avant l'ambulance, j'étais tendu à propos des recettes, des revenus, et là, je me retrouvais soudain à tourner la page. Malgré cette nouvelle liberté, de Funès aspirait à revenir à la comédie. À la fin de 1975, il assista à des premières de théâtre mais se sentit déprimé de manquer de performance. Déterminé à jouer à nouveau, il accepta un rôle dans L'aile ou la cuisse, 1976, luttant avec ses limitations de santé, reprenant sa carrière à un rythme plus lent. Il prit des rôles dans des films comme La Zizanie, 1978, et Le Gendarme et les extraterrestres, 1979, avec du personnel médical présent sur le plateau.
Ses luttes de santé changèrent son approche comique, il ne pouvait plus incarner le personnage agressif de ses travaux antérieurs. Dans ces dernières années, De Funès poursuivit des projets qui correspondaient à ses ambitions artistiques, tels que l'adaptation de l'Avare de Molière, 1980, malgré un accueil critique mitigé. Ce projet reflétait son désir de mélanger le théâtre classique avec le cinéma populaire. Cependant, sa sous-performance le poussa à reconsidérer des initiatives similaires. En février 1980, De Funès reçut un César d'honneur pour sa carrière, mais il dut bientôt faire face à de nouveaux défis de santé, le conduisant à se retirer progressivement de la comédie. Ses dernières œuvres, y compris Le Gendarme et les Gendarmettes, 1982, étaient marquées par un sentiment de fatigue tant physique que par la répétitivité de ses rôles. Des mises douloureuses assombrirent les derniers mois de Louis de Funès. Après Le Gendarme et les Gendarmettes, de nouveaux projets attendaient l'acteur, bien que sa santé fragile limitât ses ambitions. Pendant le tournage en mai 1982, De Funès exprima le désir de reprendre son rôle dans Oscar pour une centaine de représentations avant la fin de l'année. Il rêvait également d'adapter le roman de Léon Daudet, Morticole, espérant avoir Georges Lautner ou Robert Hossein à la réalisation. Tout en travaillant sur la post-synchronisation du 6e film du Gendarme, il rencontra le réalisateur Gérard Houry, ce qui suscita des discussions sur un revival de Le Crocodile. D'autres projets potentiels incluaient des collaborations avec Patrice Lecomte, un nouveau film avec Coluche et un film avec la chanteuse Chantal Goya. Juste 3 semaines avant sa mort, De Funès se rendit à Paris pour quelques jours, où il assista à la pièce Papy fait de la Résistance de Christian Clavier et Martin Lamotte au théâtre du Splendid. Le producteur Christian Fechner espérait créer un film avec lui, visant à reproduire le succès de L'aile ou La cuisse avec Coluche. De Funès apprécia la pièce et se lia avec la jeune distribution, montrant même son talent comique en interprétant sa version du maréchal Ludwig von Apfelstrudel en seulement 3 minutes. Fechner décrivit De Funès comme étant en forme éclatante et extrêmement drôle lors de ses soirées, se remémorant comment l'admiration des jeunes générations le revitalisait. Bien qu'il ait accepté le projet, il demanda un rôle moins important pour alléger la pression sur son cœur. En janvier 1983, après la période des fêtes, De Funès se rendit à la montagne avec sa famille, mais eut des difficultés avec l'altitude et retourna rapidement au cellier. Le soir du 27 janvier, il se coucha en se sentant extrêmement fatigué. Tragiquement, il fit une crise cardiaque, sa 3e, et fut transporté d'urgence à l'hôpital universitaire de Nantes, où il décéda à 20h30. Le lendemain, des journaux comme Le Parisien Libéré et Presse Océan préparèrent rapidement des articles en première page sur sa mort, probablement informés par le personnel de l'hôpital. Son décès suscita un deuil national, et les médias le traitèrent comme une tragédie majeure. Sa veuve, Jeanne de Funès, et leurs enfants ne reçurent aucune visite, alors que des gendarmes gardaient leur domicile. L'acteur Michel Galabru, lors d'une diffusion en direct depuis Rennes, fit référence de manière émotive à De Funès comme à un frère, se remémorant son humour et sa popularité universelle. Les hommages affluèrent de diverses personnalités, y compris l'ancien président Valéry Giscard d'Estaing et le ministre de la Culture Jacques Lang, qui notèrent que le meilleur hommage à De Funès serait les innombrables individus qu'il continuerait à divertir à titre posthume. Le Premier ministre Pierre Mauroy et le Parti communiste français exprimèrent également leurs condoléances à la famille. Malgré des projets pour des funérailles privées, plus de 3000 personnes assistèrent à la cérémonie à l'église Saint-Martin du Cellier, submergeant le petit village. Peu de célébrités étaient présentes, mais des collègues de Funès comme Galabru et Jean Carmet, ainsi que des producteurs et des amis, étaient là. Il fut inhumé au cimetière du Cellier, sa tombe faisant face au jardin de son château. En réfléchissant à la vie tragique et à la mort de Louis de Funès, il est clair qu'au-delà du rire et des performances iconiques se cachait un individu complexe qui a dû faire face à des difficultés significatives tant sur le plan personnel que professionnel. Son parcours, passant d'un acteur en difficulté à une légende cinématographique bien aimée, témoigne de sa résilience et de sa passion pour son article. Maintenant, nous voulons avoir votre avis. Quel est le film de Louis de Funès que vous préférez et pourquoi? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez apprécié cette vidéo et souhaitez en savoir plus sur les histoires fascinantes d'acteurs légendaires, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour plus de contenu. Merci de nous avoir regardés et à bientôt dans la prochaine vidéo.